bonjour messieurs, je suis Franck Drouin du cabinet CAISA. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré au DAC et au CLIC. Alors derrière ces titres, évidemment que certains d'entre vous connaissent parfaitement, il y a tout un tas de concepts et de réalités que nous allons expliquer. Donc les dispositifs d'appui à la coordination ainsi que les CLIC que tout le monde connaît. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'organiser cet événement avec l'Assemblée des départements de France, que nous remercions vivement pour son implication, et la présence, la participation et l'introduction des débats de M. Jean-Michel Rapina, qui est l'un des dirigeants et qui connaît parfaitement le secteur, avec lequel nous avons le plaisir d'échanger depuis quelques mois maintenant. M. Rapina a beaucoup d'obligations dans cette période, et on peut le comprendre compte tenu de l'actualité. Beaucoup de contraintes et fera un petit mot d'introduction et sera contraint, avec grand regret, je crois, de nous quitter. Voilà. Donc, je serai l'animateur de ces débats. Mon rôle va être d'instruire, de passer la parole les uns aux autres et d'instruire également vos questions que vous allez poser, que vous pouvez poser dans le chat. Désolé pour cet anglicisme. Donc, le dialogue en direct que vous avez possibilité d'activer avec les comptes qui sont ceux de votre connexion. Voilà. Alors, nous sommes connectés depuis 13h30 jusqu'à 15h précises. On peut tolérer 2 minutes, mais pas plus de dépassement. Et je tiens à souligner que Philippe Greffier, d'ailleurs, a une contrainte également et devra nous quitter à 14h30. Philippe Greffier qui ne devrait pas tarder. Voilà. Donc, nous avons 6 intervenants. Monsieur Jean-Michel Rapina, qui est directeur délégué chargé des politiques sociales à l'Assemblée des départements de France, association très dynamique auquel nous sommes partenaires d'ADF Partenaires, dont nous sommes ravis et honorés. Claude Evin, que je ne présenterai pas. Simplement, je soulignais le fait que nous avons grand plaisir à collaborer avec Claude depuis quelque temps maintenant sur différents dossiers dont j'apprécie le dynamisme, l'innovation. Claude pourrait nous parler de la médiation en santé sur lequel il investit beaucoup de temps et c'est très intéressant. Deya Arenas, qui est une de mes associées, depuis 8 ans, nous travaillons ensemble et j'ai ce plaisir. Deya, qui est une brillante jeune femme qui parle 4 langues couramment. Philippe Damy interviendra également, associé de CAISA. Philippe, que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, était directeur général d'Agence régionale de santé avant de représenter la France auprès des organisations internationales à Genève, de l'OMS en particulier. Le docteur Jean-Pierre Peigné, président de l'association des dispositifs d'appui à la coordination d'Indre-et-Loire. Donc, au cœur de nos sujets opérationnels, et son témoignage sera très important. Je crois que c'est quelqu'un de passionné, d'entier, qui pourrait nous en parler des heures et des heures. Et puis Philippe Greffier, qui a plusieurs casquettes, président de la communauté de communes de Castelnaudary, la capitale du couscous, pardon. Excusez-moi, capitale du cassoulet au niveau mondial, et qui est par ailleurs au cabinet de la présidente du conseil départemental de l'Aude, Madame Hélène Sandranier, que je salue au passage. Voilà. Donc, nous avons une partie qui est consacrée à un tour de table, où chacun des intervenants, M. Rapina, après son mot d'accueil, nous passerons la parole à Deya, qui nous plantera le décor du sujet, notamment des DAC. Claude Evin s'exprimera ensuite pour approfondir un certain nombre de points. Monsieur Peigné, docteur Peigné, nous présentera son expérience, son retour d'expérience. Philippe Greffier, sa position sur le sujet des DAC notamment, et en tant que président de la communauté de communes. Et Philippe Damy clôturera ce premier tour de table. Ensuite, les questions-réponses et nous terminerons à 15h30 précise. À 15h précise, pardon. Voilà. Monsieur Rapina, directeur délégué des politiques sociales à l'ADF. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Merci beaucoup, Franck Drouin, pour cette présentation de notre premier webinaire. On est vraiment absolument ravis. Vous disiez qu'on avait tous les uns les autres des emplois du temps fort chargés, s'agissant des départements, évidemment des élections qui désormais, on l'espère en tout cas, ne bougeront plus et sont programmées pour le mois de juin. Donc vous comprenez tout cela, mais ma présence fait à la fois le symbole de ce partenariat auquel on tient beaucoup, partenariat sur lequel nous sommes mis d'accord, cher M. Drouin, pour vraiment réaliser dans les temps à venir des webinaires, des séances de travail qui peuvent concerner des sujets très divers qui concernent les politiques sociales, médico-sociales et sanitaires.
Vous l'avez compris, l'Assemblée des départements de France, qui originellement, et c'est une chance d'avoir un syndicat des départements, est devenue une association qui a évidemment une vocation à avoir des partenariats beaucoup plus larges qu'autrefois. Et le partenariat que nous avons ensemble est vraiment la preuve effectivement de ce souhait d'ouverture. Je le dis parce que Dominique Bussereau, notre président, est très attaché à ce partenariat et nous avons là beaucoup de sujets à travailler ensemble. Alors, on aura des intervenants de très grande qualité qui connaissent parfaitement ces sujets, qui peuvent parfois paraître très techniques si on en parle avec le grand public, mais qui sont pour nous absolument déterminants. J'en parlais il y a quelques jours avec Pascal Pouche, je ne suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui, je crois qu'il a d'autres engagements, mais il est très très bien représenté. Nous parlions effectivement ensemble de l'avenir des clics, hein, et évidemment, nous revenions sur les dispositions prises dans le cadre d'une grande stratégie de transformation de notre système de santé. Hein. Je mets toujours le mot stratégie entre guillemets parce que avec un peu d'humour, je note que ce mot est quand même très très employé dans les domaines sociaux, médico-sociaux et sanitaires aujourd'hui. En tout état de cause, cette stratégie de transformation de notre système de santé a introduit et a défini évidemment de nouveaux dispositifs. Je dis évidemment parce que dès lors qu'on parle de stratégie, on a toujours l'intention d'inventer quelque chose de nouveau. Pour nous, il y a une transition à opérer qui doit se faire dans l'équilibre. Je le dis vraiment très rapidement, hein, je ne suis pas là pour intervenir pour pouvoir le faire, mais vraiment, nous sommes à la recherche d'un équilibre qui soit à la fois respectueux de la nécessaire coordination qu'on attend effectivement, tant pour les professionnels que pour les dispositifs eux-mêmes, mais il ne faut pas que les dispositifs nous dépassent. Ces dispositifs sont des outils et on ne souhaite absolument pas gommer ce qui préexistait. Hein. Les éléments de modernité, c'est toujours très intéressant, mais ce qu'on a construit dans le temps, les réseaux de santé, les MAIA, les CTA, les PTA, enfin toutes les formes, les uns les autres, vous connaissez parfaitement ces sujets, toutes ces intentions de coordination existaient déjà. Et si on cherche effectivement à voir l'avenir des clics, puisque c'est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, pour nous, il s'agit vraiment d'être absolument respectueux, non seulement des prérogatives de chacun, mais également de ce qui s'est fait par le passé. Et puis, l'objectif, c'est toujours le même, c'est le service que l'on doit aux populations et le soutien que l'on doit à toute la communauté professionnelle. Donc, à partir de là, si on a ces objectifs généraux qui sont effectivement fixés, on peut voir toutes les formules. Je sais qu'il n'y a pas sur ces sujets obligatoirement un consensus général. Nous avons vu à l'ADF pas mal de départements se montrer parfois inquiets sur non pas la création des DAC, mais la manière dont les choses pouvaient s'organiser localement. Je ne suis pas sans savoir que certains clics ont fermé d'ailleurs. Hein. Parfois, on est venu me parler, alors il n'y a rien de méchant ou d'agressif de ma part, mais on a entendu parler ici à l'Assemblée des départements de France, dans certains lieux, pas dans tous les lieux, mais parfois d'une certaine forme d'intransigeance qui était parfois même véhiculée par certaines agences régionales de santé. Alors là encore, tout ça, ça dépend des relations locales, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en ce qui nous concerne à l'ADF, et c'est ça aussi le mérite d'un partenariat comme celui qu'on a avec ESSOM, on est très très ouvert au débat, mais nous sommes en recherche toujours d'équilibre et vraiment dans l'évolution des dispositifs, il faut que chacune et chacun puisse s'y retrouver. Ça n'est pas la révolution, ce sont des évolutions tout à fait souhaitables, mais on ne doit jamais oublier la vocation qui est la nôtre dans nos professions respectives et on ne doit jamais oublier les personnes qui sont concernées par ces dispositifs. Dès lors qu'on atteint ces objectifs-là, nous sommes, nous, effectivement, très, très ouverts à la discussion. Et ce ne sont pas les élections départementales prochaines, hein, je vous rassure, ça n'arrive qu'une fois tous les 6 ans, qui vont changer la donne, même si il pourrait y avoir des orientations peut-être différentes dans quelques mois. En tout cas, ce que je vous dis là est représentatif du plus grand nombre de nos adhérents, qui, vous le savez, ne sont pas que des départements, puisqu'on a la chance d'avoir comme adhérents la métropole du Grand Lyon, Paris, depuis peu la collectivité européenne d'Alsace, bref, des collectivités souvent à compétences départementales qui ont une très très grande ouverture sur ces sujets. Donc je me félicite de ce partenariat, je me félicite de la réussite avant l'heure d'ailleurs de ce webinaire, puisque je vois que nous sommes très très nombreux à y participer.
Et je pense que ça appelle d'autres d'autres réunions de ce type. Du reste, avec ça, nous sommes convenus d'un certain nombre d'autres événements du même type sur d'autres sujets. Faciliter l'échange, organiser la discussion et faciliter j'allais dire, vraiment la coordination des acteurs, c'est vraiment ce que l'on porte ensemble. Et je me félicite par avance des débats qui vont suivre, qui vont être, c'est l'évidence, de très haute qualité. Je m'échapperai peut-être avant la fin, mais je tiens vraiment à affirmer par ma présence toute la volonté et l'intérêt de l'ADF pour cette démarche. Donc, je vais rester le plus longtemps possible auprès de vous. Merci, Monsieur Rapina. Merci. Et nous sommes évidemment ravis également. On va laisser la parole à Deya Arenas, associée de Caïssa, et qui intervient beaucoup sur ce sujet, d'ailleurs avec Claude Evin, avocat, et BRL Avocat, hein, dont je souligne également la qualité des compétences et qui travaille beaucoup avec nous. Deya, je te laisse la parole. Merci Franck. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Donc, l'objectif de mon intervention, ça sera de présenter très rapidement le contexte en fait de mise en place des dispositifs d'appui à la coordination en France. Pour qu'on se mette tous sur la même page, et puis ensuite on laissera la main aux experts partager leurs expériences terrain. Comme vous le savez, en lien avec la croissance des maladies chroniques, aussi les problématiques liées au vieillissement de la population, à un moment donné, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place afin de coordonner les parcours complexes. Donc, ces dispositifs étaient plutôt ciblés en fonction des différentes problématiques. Et comme ça, on a vu naître les MAIA, les CLIC, les PTA, les PARPA, les réseaux de santé. Donc, les sigles sont nombreux et ces structures de coordination sont assez nombreuses sur les territoires. Bien évidemment qu'elles étaient très utiles et le sont toujours, et donc elle accompagne aujourd'hui un certain nombre de personnes avec des parcours complexes dans cette prise en charge. Mais pour autant, en fait, la stratégie nationale de santé 2018-2022 a visé une simplification et une unification de ces dispositifs. Donc évidemment, l'objectif, c'est de les laisser continuer à accompagner les personnes, mais dans un dispositif plus unifié et plus transparent et lisible pour les professionnels de santé. Et en fait, d'où cette idée de création des dispositifs d'appui à la coordination, donc des DAC, dont l'objectif est d'offrir aux professionnels de santé un accompagnement pour des prises en charge complexes, quel que soit l'âge des patients ou leur pathologie. Donc l'idée, c'est d'unifier un certain nombre de dispositifs qui existent déjà, afin qu'ils puissent être plus lisibles, plus transparents et couvrir l'ensemble du territoire français. Donc, en fait, cette mission d'unification a été donc confiée aux agences régionales de santé, qui donc sont dans l'obligation d'assurer aujourd'hui le pilotage des fusions et donc mettre en place une conduite de changement et le déploiement de ces DAC d'ici à juillet 2022. Donc, on est aujourd'hui en 2021. Les ARS ont un an pour mener jusqu'au bout ces projets qui ont démarré déjà dans beaucoup de régions et beaucoup de départements français. Donc aujourd'hui, les dispositifs qui sont concernés et qui vont s'intégrer très certainement dans les DAC sont les CTA PARPA, les PTA, les MAIA et les réseaux de santé. En ce qui concerne les CLIC aujourd'hui peuvent intégrer les DAC sur décision du conseil départemental, donc ça reste en option en fonction de la décision locale de chacun des conseils départementaux. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Maître Claude Evin afin qu'il puisse vous en dire plus sur le déploiement de ces dispositifs. Merci Deya pour cette présentation du cadre dans lequel effectivement se situe l'échéance qui a été fixée par le législateur. Alors c'était une échéance de 3 ans. Le problème, c'est que naturellement, puisque la loi date de 2019, de juillet 2019, et en effet, ce que vous évoquiez en évoquant juillet 2020, c'est les 3 ans par rapport à la publication de la loi. Et alors c'est vrai que malheureusement, l'ensemble des acteurs, les acteurs sur le terrain, les agences régionales de santé, naturellement, sont aujourd'hui confrontés à d'autres sujets de préoccupation. Est-ce qu'il y aura un report qui sera accepté? On le verra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une obligation législative. Alors, de quoi s'agit-il? Un petit peu en complément de ce que Deya vient d'évoquer, et puis d'autre part, les autres intervenants après moi auront l'occasion aussi d'y revenir.
D'abord, la complexité de la prise en charge. La complexité de la prise en charge, c'est quoi? Puisque les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, c'est quoi la complexité? C'est la complexité de situations, alors qui concernent effectivement des prises en charge de maladies chroniques, des prises en charge de personnes qui sont confrontées à des situations à la fois sanitaires, à la fois sociales, à la fois d'accès aux différents types de services, etc., qui sont des situations qu'il est difficile d'appréhender pour un professionnel de santé, en l'occurrence pour le médecin traitant dans la plupart des cas. Il est difficile d'appréhender tout seul parce que ça nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs et on voit bien que la prise en charge des maladies chroniques nécessite l'intervention du médecin traitant naturellement, mais aussi d'autres professionnels de santé, éventuellement de services sociaux, d'établissements médico-sociaux, parfois d'aller-retour entre ces différentes modalités de prise en charge. Et on voit bien que sur ces situations complexes, il y a plusieurs types d'intervenants qui nécessitent d'être coordonnés. Alors, les DAC, ce n'est pas sorti comme ça, je dirais, par une baguette magique, d'un chapeau, d'une volonté simplement d'un législateur. L'idée de cette coordination, du besoin de coordination, du besoin de mobiliser différents acteurs auprès d'une population confrontée à une maladie chronique, auprès de situations particulières, ça fait longtemps que ça existe. On a des outils plus récents, les PTA, les équipes de soins, mais les réseaux de soins, les réseaux de santé, ça fait très longtemps. Alors, il y avait des réseaux de santé sur des pathologies, réseau cancer, sur des situations, réseau de soins palliatifs, sur des situations de population, vis-à-vis de tel ou tel type type de handicap ou de type de population. Et puis, on voit bien que progressivement, ce qui s'avère de plus en plus utile, c'est que il y a une méthodologie à mettre en place. C'est moins avoir des professionnels qui sont regroupés entre eux, il faut qu'ils le soient et je vais y revenir, mais c'est surtout une méthodologie, comment effectivement on assure l'information, comment on assure la mobilisation des acteurs quand on en a besoin, et les professionnels, c'est les acteurs dont on a besoin. Et c'est ça qui a conduit progressivement le législateur à dire ce n'est pas des outils particuliers selon la catégorie de population, selon la pathologie. Il faut que ce soit effectivement un dispositif d'ensemble. Et c'est ça qui, effectivement, explique cette volonté de fusionner dans les territoires, de fusionner ces différents dispositifs qui existaient précédemment pour offrir une méthodologie de réponse à la demande d'appui, avec la méthodologie d'analyser la situation, de pouvoir identifier les ressources, de pouvoir conseiller les ressources susceptibles d'être mobilisées en fonction de la situation, d'être acteur avec d'autres acteurs pour apporter des réponses. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi et c'est vrai que y a et le représentant de l'Assemblée des départements de France et le volet médico-social, social et médico-social, qui est de la compétence des départements, a aussi été intégré. Alors, c'est vrai que le législateur a laissé la possibilité pour les CLIC éventuellement de rentrer dans les DAC, puisque les CLIC dépendants des conseils départementaux, il y a une certaine autonomie, si je puis dire, à respecter. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas que les CLIC rentrent dans les DAC, enfin, du point de vue, c'est un point de vue personnel que j'exprime, que les CLIC rentrent dans les DAC ou qu'ils n'y rentrent pas, on ne pourra pas de toute manière à terme assurer une coordination avec des organismes qui effectivement ne sont pas partie prenante. Et le volet médico-social et social est naturellement tout à fait impliqué dans ce type de démarche. Alors ceci étant, et j'en terminerai par là, c'est vrai que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que d'abord, il y a des réseaux qui ont des histoires, il y a des professionnels qui ont des histoires, il y a des institutions des institutions, même si c'est sous la forme associative, même sous la forme d'équipes de professionnels, il y a des gens qui se sont mobilisés et puis à qui on dit aujourd'hui oui, mais maintenant, il faut que vous abandonniez ce que vous avez fait. Alors, ce n'est pas tout à fait abandonner la matière qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire d'abandonner votre association, et puis il faut que vous acceptiez de vous regrouper avec d'autres. Je crois que ça ne se fait pas facilement, et c'est là qu'il faut effectivement qu'il y ait une certaine vigilance. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait le représentant de l'Association des départements de France. Il faut rechercher un accord, il faut rechercher un équilibre. Il faut d'abord qu'il y ait un projet. Et c'est vrai que parfois on voit, et
Et sur le terrain, vraisemblablement, certains d'entre vous sont confrontés à cette situation. Parfois, on voit des contraintes qui sont imposées. Alors, il y a la contrainte législative que j'ai évoquée tout à l'heure, puis il y a d'autres contraintes. Je sais qu'ici ou là, les agences régionales de santé disent bah, écoutez, c'est très simple, mais il n'y aura plus de subventions à partir de juillet 2022. Donc, que vous le vouliez ou non, eh bien, il faudra bien que vous vous y mettiez. Alors, bon, c'est vrai que le législateur, je le répète, a prévu cette échéance, mais je crois qu'il faut qu'on accepte effectivement qu'il y ait la construction d'un projet. On ne se rassemble pas parce qu'on nous oblige à nous rassembler. On se rassemble parce qu'on a envie, parce qu'on considère que c'est la meilleure réponse à la population auprès de qui on intervient, auprès des patients auprès desquels on intervient, auprès des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, il faut qu'il y ait cette adhésion qui ne se construit pas comme ça par la volonté extérieure, mais qui se construit parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une certaine forme de, pardonnez-moi cette expression, je la mets entre guillemets, une certaine forme de mayonnaise qui prenne, quoi. Et quand une mayonnaise, il y a plusieurs ingrédients qui ont leurs différences et c'est ça qu'il faut tenir en compte. Il faut que l'on puisse effectivement se dire il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit acceptée. Dans le texte, on dit qu'il faut que la gouvernance soit équilibrée, il faut qu'elle associe tout le monde. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça ne se fait pas facilement. Et puis, il faut aussi qu'on tienne en compte la situation des personnels qui sont dans des réseaux divers, qui sont attachés à des mayas, qui ont parfois été attachés à des établissements de santé, ici à des collectivités territoriales, ailleurs sous la forme associative, qui ont des statuts différents. Et c'est tout ça dont il faudra qu'on tienne en compte, qu'on prenne en compte pour pouvoir effectivement assurer ce meilleur service à la population, cette coordination absolument nécessaire. Alors, ça ne se fait pas facilement, mais ça peut se faire, à condition qu'on prenne toutes les précautions que je viens d'évoquer, à condition qu'on ait bien en tête l'histoire qui a fait que les uns et les autres se sont mobilisés sur un projet, et puis qu'on les accompagne. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs avec Keïssa, qu'on essaye de faire aussi avec BRL Avocat, qui est un cabinet plutôt sur les questions ressources humaines, parce que c'est aussi important. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse effectivement avoir cette préoccupation, c'est en tous les cas celle que nous avons et l'initiative qu'a pris Franck Drouin répond à cet objectif, effectivement, de pouvoir accompagner, répondre effectivement à cette démarche et accompagner cette démarche pour réellement réussir cette fusion, enfin en tous les cas ce rassemblement, cette création des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé qui sont absolument ces dispositifs absolument nécessaires pour améliorer la prise en charge des patients et des personnes dans les divers établissements et à domicile, puisque ça doit lier effectivement à la fois les institutions et le domicile. Merci beaucoup, Claude. Docteur Jean-Pierre Peigné, vous êtes en plein dans ces sujets, vous êtes au cœur des problématiques qui ont été évoquées. Oui. Voilà, donc la parole peut-être pour témoigner, pour expliquer où vous en êtes aujourd'hui, quelles sont les étapes et puis à la fois les dispositifs par lesquels vous êtes passé et les leviers que vous avez utilisés pour progresser. Monsieur Peigné, vous avez la parole. J'ai bien aimé entendre le discours le propos de Claude Évin et quelque part, je m'y suis retrouvé pratiquement de A à Z. À ceci près que nous avons commencé très en amont et que nous avons pratiquement coché toutes les cases qu'il a citées pour l'instant. Donc, je m'y retrouve complètement. Je crois qu'il faut tenir compte d'un fait organisationnel qui s'est mis en place, qui est nouveau et qui est global pour dire on va parler des DAC. C'est la mise en place des CPTS. La mise en place des CPTS a été un point complètement majeur en termes d'organisation parce qu'on passe du paradigme de l'offre de soins d'une équipe, d'une MSP, d'un hôpital, à une prise en charge, une offre de soins de territoire. Et là, on retrouve les DAC. Vous pouvez m'excuser, docteur, parce que tout le monde n'est pas aussi expert que vous et nous sur CPTS, Communauté territoriale de santé. Oui. Voilà, MSP, on connaît les maisons de santé pluriprofessionnelles, bien sûr. Voilà. Alors, en gros, pour faire court sur les CPTS, c'est simplement les professionnels de santé libéraux qui sont organisés sur un territoire et qui deviennent d'un seul coup interlocuteurs. Avant, le monde libéral, c'était un chamallow informe
et on n'avait pas d'autres interlocuteurs que les syndicats, voilà, donc des choses partisanes et tout ça. Maintenant, avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, l'hôpital a un interlocuteur, le GHT a un interlocuteur, le département a un interlocuteur. Et ça change la donne. Et c'est ce qui permet vraiment de manière majeure d'organiser les choses sur un territoire. Alors, notre expérience sur le DAC en Indre-et-Loire. D'abord, on a réfléchi à la granulométrie. La région a réfléchi sur la granulométrie. C'est le département qui a été retenu comme volume, comme espace pour chaque DAC. Après, quand on a dit ça, et j'ai bien aimé ce que dit Claude sur le sujet, on ne peut pas échapper pour la réussite de faire une co-construction. Une co-construction du dispositif DAC. Les antécédents que nous avions l'expérimentation d'avoir été pilote pour PAIRPA, pour des Mayas, pour des choses comme ça, et puis il y avait des réseaux. Et tout ça fait que pour le personnel de terrain, le praticien de terrain, il ne s'y retrouve plus. Quand on a fait le bilan pour savoir, avant de partir, un état des lieux, je me suis aperçu que moi, médecin généraliste, sur un territoire, responsable syndicat sur la région, je ne connaissais pas 50% des dispositifs. Je ne connaissais pas 50% des dispositifs existants sur mon territoire. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, d'arriver à mettre en place un dispositif qui fait qu'on a un interlocuteur unique pour faciliter les choses, c'est quelque chose qui s'est avéré nécessaire, incontournable. Et c'est ainsi que dès juillet 2018, après quelques mois de négociations âpres entre les différents partenaires, on va dire partenaires, nous avons abouti à constituer une gouvernance équilibrée avec 3 collèges, les membres fondateurs, les membres de droit et puis les membres associés, qui associent à la fois les gens de terrain, les CPTS, les dispositifs d'aide à la personne, les réseaux existants, les usagers, et puis les membres de droit. Eh bien, nous avons déterminé qu'il y avait le GHT qui était un membre de droit. Il y avait la FHP parce qu'on n'avait pas de représentants parmi les dispositifs libéraux d'offres de soins, et puis la Fédération des URPS. Bon, la région centre est la seule région qui a une fédération des URPS. C'est une chance. Et puis les membres associés, ce sont à la fois les représentants des personnes âgées, les représentants des handicapés, les représentants des petits établissements, tout ça, qui, eux, ont 5 représentants dans le quorum. Et au bout du compte, on a constitué aussi un comité de suivi qui comporte le CA, que je viens de nommer un petit peu, le conseil départemental, l'ARS, parce qu'il est quand même financeur, et puis la CPAM, la CARSAT. Et une fois par an, on fait le point sur toutes ces choses-là. Enfin, toute la progression de choses. Nous avions divers dispositifs. Nous avions 2 Mayas différentes, portés avec des porteurs différents. Nous avions une CTA qui était l'héritage de le pilote PAIRPA. Nous avions Onco37 qui est un réseau d'oncologie, etc. Et nous avons réuni tout cela en une seule entité, en étant bienveillants, en écoutant les gens. Et ça, c'est primordial pour profiter de ce qu'il y avait de meilleur auprès de chacun et d'essayer de constituer. Et du coup, maintenant, nous avons réuni ces 4 entités, les personnels de ces 4 entités, et je reviendrai un petit peu sur ces problèmes de personnel parce que, comme l'a évoqué Claude Evin, c'est des choses dont il faut tenir compte parce que si on veut que la mayonnaise prenne, il faut que les acteurs soient solidaires, qu'ils puissent être bien là où on les met, parce que s'ils sont mal, s'il y a des luttes internes, on ne progresse pas, ce n'est pas possible. Et ça, il faut être patient, bienveillant et trouver le meilleur dénominateur commun pour chacun des personnels. Quand on a dit ça, eh bien, des statuts en 2018, avant la loi, on a fait la fusion le 1er avril 2019. Nous avons été obligés de changer les statuts parce que la loi nous a
dit que PTA, c'était pas bien, on a dit DAC, voilà, on était un petit peu en avance de phase. Et tout ça fait qu'il y a une équipe qui fonctionne. Alors, en plus de tout ça, ça nécessite quand même des moyens. L'équipe qui est maintenant unique a réuni les personnels de chaque dispositif et nous avons 19 salariés. 19 salariés qui sont portés par une association de loi 1901 avec les 3 collèges comme je vous les ai décrits. La gouvernance est équilibrée entre les libéraux et le public. Nous parlons, et à tel point que quand il a fallu, en termes de moyens, avoir un dispositif de l'informatique qui fonctionne et qui puisse satisfaire tout le monde, pendant 1 an, nous avons travaillé sous l'égide d'un GIP porté par l'ARS et la région pour définir quel était l'outil qui pouvait convenir à chacun. Parce qu'on peut dire, si on confie la maîtrise d'ouvrage à l'hôpital, il va faire un outil hospitalier. Si on confie cela à des libéraux, ils vont faire un outil libéral qui sera inservable pour les hospitaliers. Donc, pareil, co-construction de l'outil, définition des besoins et exigence forte pour obtenir un outil performant qui peut être simple d'usage sur le terrain, en mobilité, qui peut être complexe sur site parce qu'il y a des cas complexes à gérer, il y a des choses complexes à gérer, et tout cela en faisant attention d'utiliser les outils nationaux, à savoir le DMP, sur lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, et puis la MSS, les outils qui sont communs à tout le monde et qui sont transversaux. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et ben, il faut être patient, il faut trouver le juste équilibre, il faut respecter les interlocuteurs, il faut profiter des gens qui sont dynamiques, il faut… Claude Évin disait, oui, il y a des gens des réseaux qu'on va inclure et tout ça. Non, on ne peut pas les inclure de force. Il faut co-construire le projet ensemble et puis s'il y a des adaptations pour chacun, c'est s'adapter pour avoir un dispositif commun, lisible pour les professionnels de santé de terrain, parce que c'est quand même l'objectif. L'objectif, c'est la simplification. Ce n'est pas de rajouter un dispositif. Moi, je me souviens de votre prédécesseur, M. Damy, qui avait dit on a créé les ARS, on a réuni 7 entités, on en ferait une 8e. Voilà, bon. Donc, c'est une boutade. Mais là, il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on simplifie, bien sûr. L'objectif, c'est ça, et d'apporter un service aux personnes qui s'occupent de la prise en charge de la coordination de terrain. Est-ce qu'il faut faire la place des gens? Certainement pas. On est en subsidiarité. On est bien d'accord. Il s'agit d'avoir les outils humains et informatiques pour aider les gens, apporter de la souplesse, apporter de la fluidité et pour la coordination, que ce soit le plus simple possible. Voilà. C'était un petit peu le sens de ce que nous avons réussi à faire. Alors nous, on est impacté, bien sûr, comme tout le monde, avec la crise sanitaire actuelle. Les gestionnaires de cas, nous en avons 8 qui sont en télétravail, ça ne le fait pas. Enfin, ça le fait, mais ce n'est pas ça. Les gestionnaires de cas, on a un parc automobile et ils vont sur place. Ils vont sur place pour suivre les gens. Il y a des choses qui peuvent se faire à distance, la coordination parfaitement. Les coordinatrices peuvent travailler à distance. Les gestionnaires de cas qui doivent rencontrer les difficultés, faire des évaluations à domicile, évidemment, là, on est un peu impacté. Mais bon, on va rebondir sur tout ça et puis on va s'en sortir. Voilà un petit peu. Disons que moi, si je voulais faire une petite conclusion provisoire, il faut, la co-construction, on ne peut pas éviter ça. Une gouvernance équilibrée, on se respecte et on évalue les choses, les difficultés, on les règle ensemble, on trouve les réponses ensemble. Et puis après, il faut un peu de moyens parce qu'il faut un peu de moyens humains, donc un peu de moyens financiers, mais ça, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de mettre ensemble des gens qui ne travaillaient pas forcément de la même façon, les amener à travailler tous ensemble.
Et sur l'Indre-et-Loire, il n'y a plus de clic, puisque le département a décidé de s'appuyer sur les MDS, les maisons départementales et de la solidarité, et il n'y a plus que ONCO 37 existe encore, mais pour certaines missions d'accompagnement, mais pas du tout en termes de personnel et tout ça. Les Mayas, les personnels des Mayas sont maintenant dans les personnels. On a un lieu commun. On a une structure, lieu commun, numéro de téléphone commun, informatique commune, enfin voilà. Donc les gens travaillent ensemble. Et pour les personnels, il faut être vigilant, se faire aider parfois par des professionnels du métier, des avocats et tout ça, pour trouver le meilleur dénominateur commun en termes de convention collective et tout ça. Enfin, j'allais dire, c'est du cambouis, mais de temps en temps, il faut mettre les mains dans le cambouis pour aboutir, et tout ça avec bienveillance. Merci, docteur. Plusieurs questions, on y reviendra. Je précise aux participants qui posent des questions sur l'articulation précise entre votre DAC et les clics. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Je vais d'abord donner la parole à Philippe Greffier. Alors, Philippe Greffier, vous êtes président des comités de communes de Castelnaudary. Vous êtes par ailleurs membre du conseil départemental de l'Aude, où vous intervenez auprès de la présidente, et vous êtes un expert de la santé et du social pour animer beaucoup de travaux sur ces sujets. Monsieur Greffier, je vous laisse la parole, et je précise que malheureusement, Monsieur Greffier, pour des contraintes, devra nous quitter à 14h30, donc il est excusé par avance. Voilà, il nous avait prévenu. Philippe, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Franck. Effectivement, alors moi juste faire un point sur notre territoire, à la fois celui de l'Aude et celui sur lequel je suis élu, qui est pas du tout dans le même niveau d'avancement que ce qui vient d'être décrit précédemment. On est plutôt un peu dans la préhistoire en fait du DAC aujourd'hui, puisque on a une structuration aujourd'hui. Le département de l'Aude, donc c'est un département rural, 378 000 habitants, articulé autour de deux agglomérations qui pèsent chacune 100 000 habitants, dont 150 000, et répartis sur plus de 350 communes rurales, donc un tissu très rural qui a une historique, vous l'avez dit, les intervenants ont cité qu'effectivement on arrive à un moment où il s'est passé des choses, il s'est structuré une offre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Mayas et des PTA qui existent sur le département de l'Aude, avec un travail qui est déjà engagé pour essayer de rapprocher, d'élargir les zones de compétences géographiques des uns et des autres. Nous avons des clics qui ont été pris par le département qui en a fait donc, des espaces seniors et qui sont aujourd'hui les fers de lance de l'action du département en direction des seniors. Et puis, donc, on a des territoires qui se sont organisés, structurés et qui ont mis en place aujourd'hui une coordination qui, somme toute, semble assez efficace et qui permet aujourd'hui concrètement de pouvoir se coordonner autour des cas complexes lorsqu'ils sont repérés par l'une ou l'autre des équipes qui travaillent sur le terrain. Et tout ça arrive donc dans un moment qui est mouvant. On voit bien que les services à domicile aujourd'hui sont confrontés à la limite de leur exercice, avec des fragilités financières qui sont les leurs, avec des difficultés de recrutement, avec des situations à prendre en charge qui sont souvent en limite de compétences des SAD, avec donc une attente forte par rapport à la future loi grand âge qui va venir forcément bouleverser un petit peu le paysage. Et se rajoute à ça, bien sûr, la mise en place des CPTS qui donc, sont des outils de coordination dont le niveau de maturité est très variable de territoire à l'autre, très dépendant aussi, bien entendu, des habitudes et des connaissances réciproques, voire du passif qui peut exister entre les différents intervenants du champ du soin sur les territoires. Voilà, donc tout ça, et puis l'arrivée aussi des communautés 360 qui ont été mises en place et qui, dont l'efficience interroge parfois certains acteurs. Voilà, tout ça mis bout à bout dépeint un paysage qui est très mouvant, et c'est-à-dire qui s'appuie, qui demande la mobilisation de beaucoup d'acteurs, et souvent dans tous les collèges, souvent des mêmes acteurs. Vous avez raison de dire qu'il faut s'appuyer sur
les forces vives du territoire, ceux qui souhaitent porter des projets, ceux qui s'investissent. Malheureusement, à l'échelle des bassins de vie, c'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours un petit groupe de personnes qui travaillent pour porter les projets de soins de territoire, des projets de maisons de santé pluridisciplinaires, puis des projets de CPTS. Ce sont des gens donc, qui sont aujourd'hui très sollicités. Voilà, et donc, il faut arriver à accompagner, malgré le contexte sanitaire aussi, qui les mobilise beaucoup dans leur champ professionnel quotidien. Voilà, et donc, c'est dans ce paysage-là, ce contexte-là, on est en train aujourd'hui de commencer à peine dans l'ordre la démarche sur le DAC. Pour vous dire précisément où nous en sommes, nous sommes au moment où en fait, le cabinet vient d'être désigné pour accompagner la réflexion sur la mise en place du DAC. Une association de préfiguration vient de se mettre en place, voilà, composant chez nous 7 collèges, donc un représentant, comportant en tout cas les représentants des collectivités. Et donc nous en sommes là à commencer on va avoir bientôt la première rencontre avec ce cabinet qui va nous accompagner pour travailler à la mise en place du DAC. Voilà, la grande vigilance que nous aurons, nous, c'est voilà, qu'on parte bien à la fois d'une démarche collective qui associe bien l'ensemble des intervenants et puis qui tienne compte aussi du diagnostic du territoire, c'est-à-dire qu'on parte réellement du besoin de l'usager et pour voir comment on peut, à travers ce nouvel outil, améliorer la réponse que l'ensemble des professionnels, que ce soit leur champ, vont pouvoir élaborer. Voilà. Dans le travail que nous avons fait ces derniers mois au niveau du département sur la définition de nouveaux outils pour faciliter l'accès aux soins, alors, on a interrogé l'ensemble des acteurs du département dans ce domaine et voilà, des pistes ont été mises en place, enfin, en tout cas, identifiées, certaines déjà on a apporté des réponses pour améliorer la coordination, la connaissance des réseaux. Voilà, donc il faut que cette construction de DAC s'inscrive à cette dynamique-là. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité aussi d'avoir un investissement fort de l'ARS à nos côtés pour pouvoir avoir un regard qui objective un peu tout ça, parce qu'il y a aussi des jeux d'acteurs sur le territoire, clairement, entre des mouvements associatifs qui sont structurés, voilà, et qui se positionnent les uns par rapport aux autres. Il y a besoin aussi d'avoir à un moment donné un régulateur qui peut voilà, coordonner, objectiver les choses et faire en sorte que voilà, on ne perde pas de vue l'essentiel qui est, je le disais tout à l'heure, construire la réponse la plus adaptée aux besoins des usagers, des habitants des territoires, en s'appuyant sur les compétences qui sont là et les initiatives qui sont présentes, avec l'essoufflement qu'on peut percevoir parfois à certains moments chez certains professionnels très sollicités par l'évolution des différents dispositifs et qui parfois disent voilà, on nous demande de beaucoup travailler pour quel retour derrière, quelle plus-value. Voilà, je ne vous cache pas que les CPTS sont des sujets de discussion importants chez nous. On en a parlé avec Claude Evin il y a quelques temps sur l'ordre et avec Franck. Voilà, on est dans ce moment-là où on essaie de pousser l'émergence de CPTS, mais il y a encore un seuil qui est difficile à franchir. Et les difficultés à franchir ce seuil-là, me semble-t-il, jouent un petit effet de découragement par rapport à ceux qui sont aujourd'hui engagés dans la structuration de l'ordre. Voilà. Et comme ça s'appuie sur une historique, bien sûr, voilà, donc on a intérêt à être tout à fait vigilant à ce que voilà, il y ait une animation de ce travail qui garantisse, encore une fois, un travail particulièrement objectif et qui garantisse qu'à la fin, on arrive effectivement à simplifier le travail des professionnels, améliorer et fluidifier la coordination et qu'on arrive vraiment à donner la visibilité sur les améliorations que ces dispositifs peuvent amener et leur coordination avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles dispositifs qui sont mis en place, les communautés plus 60, les CPTS, et demain aussi, bien sûr, la loi grand âge, je le disais tout à l'heure, pour lequel de fortes attentes sont existantes sur le terrain. Voilà, et on espère que tout ça puisse se mettre en place de façon la plus efficace possible, en évitant les craintes que certains déjà expriment,
d'avoir des choses un peu trop complexes et qui n'amènent pas réellement ce à quoi on attend d'eux, c'est-à-dire la simplification et l'efficacité des prises en charge et de la résolution des difficultés. Dernier point, et j'arrêterai là, c'est la question aujourd'hui pour le département de l'articulation, notamment avec la MDPH. Aujourd'hui, nous avons une zone départementale du handicap. Nous réfléchissons à fusionner tout ça avec une maison départementale de l'autonomie. Voilà. Et donc, la question qui s'offre à nous, c'est de dire, bon, voilà, sur la partie personnes âgées, ça fonctionne plutôt bien, c'est bien coordonné et c'est assez efficace. Voilà. Voilà. L'important pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que l'élargissement au public, aux différents publics, puisse se passer dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, on est en phase vraiment de préparation de ce travail et avec beaucoup d'interrogations, de points de vigilance. Et donc, voilà, c'est intéressant. Ce qui vient d'être dit permet d'enrichir notre réflexion sur les partages d'expériences de ceux qui ont pris de l'avance par rapport à nous et qui, dit tout à l'heure, ont pu évoquer des points sur lesquels on sera vigilant sur les mois et semaines à venir, qu'ils soient bien respectés sur notre territoire. Merci Philippe. Je tiens à souligner, puisqu'en plus nous sommes placés sous l'égide de l'Assemblée des départements de France, donc le Conseil départemental de l'Aude, je tiens à souligner votre dynamique placée sous la présidence de Madame Hélène Sandranier, qui est professionnelle de santé par ailleurs, parce qu'elle connaît bien ce secteur et qui a impulsé depuis 1 an, et on a eu le plaisir, avec Claude d'ailleurs, Claude Evin, d'accompagner cette réflexion, une vraie dynamique qui s'est traduite récemment, il y a 1 mois à peu près, par le vote de 2,5 millions d'euros de budget pour favoriser l'accès à la santé sur l'ensemble du territoire de l'Aude. Et je tiens à souligner particulièrement le travail de concertation extrêmement large qui a été conduit, qui a consisté en écoutant l'ensemble des partenaires, en allant très largement écouter les gens et faire des propositions qui baignaient dans cette concertation. Et je crois que ça a été vraiment très apprécié, ce qui fait qu'après, le temps consacré à cette écoute et à ce travail de co-construction se traduit par une fluidité assez forte dans la construction des cibles. Voilà, donc je tenais à souligner votre action avec Karine Aldebert et son équipe qui d'ailleurs est présente parmi nous. Voilà. Merci Philippe. J'ai présenté à tout le monde votre contrainte de 14h30, donc malheureusement nous n'aurons pas le plaisir de vous poser d'autres questions. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Philippe Dany, donc je vais te tutoyer, tu es mon associé et ami. Hein. Alors Philippe connaît bien le docteur Peigné, puisque Philippe était directeur général de l'ARS Centre Val-de-Loire. Bon, tout le monde sait que Claude Evin était également directeur général de l'ARS Île-de-France, entre autres. Philippe, je l'ai connu en Guyane, territoire extrêmement intéressant dont tu dirigeais l'agence de santé. Philippe, qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, tout ce que tu as entendu et puis ce sur quoi nous travaillons ensemble? Avant de lancer effectivement le débat et de répondre à vos questions qui sont nombreuses, je l'ai vu, je voudrais mettre en valeur 3 idées moi, qui résultent à la fois des échanges qu'on vient d'avoir et en même temps de mes réflexions. La première idée, c'est que le DAC, c'est une petite révolution organisationnelle et managériale, parce qu'on va quand même passer de réseaux qui sont aujourd'hui très ciblés sur des pathologies à des réseaux territoriaux pour un public finalement tout venant. On parlera plus de personnes âgées, personnes handicapées ou jeunes, mais on parlera de personnes ayant des problèmes de maladies chroniques, puisque c'est très orienté, les DAC sont très orientés sur la prise en charge des maladies chroniques. La deuxième idée, c'est que, voulu par le législateur d'ailleurs, c'est que le DAC, c'est finalement l'expert des parcours. C'est lui qui va gérer les parcours les plus complexes en organisant la coordination des acteurs, en s'appuyant aussi sur l'intelligence des situations, parce qu'il y a de nombreuses questions sur comment on va faire sur le terrain, etc. Il y a toute une intelligence des acteurs et des situations à privilégier dans la mise en place des parcours de santé. La troisième idée, et elle est importante parce qu'elle oblige à un partenariat, c'est le principe de subsidiarité. C'est que le DAC n'intervient qu'en dernier ressort ou quand les solutions n'ont pas été trouvées par les partenaires extérieurs, mais à condition que le DAC sache mobiliser tous ses partenaires
et sache repérer d'abord dans un premier temps qui fait quoi, quels sont les potentiels qui existent en termes de réponse dans le cadre du parcours de soins et comment on mobilise les CPTS, les communautés 360 degrés pour les personnes handicapées, les réseaux régionaux parfois qui n'ont pas forcément vocation à rentrer dans le DAC mais plutôt à conventionner. Comment aussi on met en place des conventions avec les CLIC, puisque les CLIC auront la possibilité ou non d'intégrer le DAC, en sachant que de toute façon, la position des conseils départementaux sera importante, puisque dans le DAC, nous aurons les moyens. Or, il y a des moyens qui sont aujourd'hui portés par des associations, comme en Indre-et-Loire, par exemple, mais il y a aussi des moyens qui sont portés dans d'autres régions ou d'autres départements, plus exactement, par des conseils départementaux. Donc, de toute façon, le rôle du conseil départemental sera important dans le cadre des CLIC, mais aussi dans le cadre des moyens pour faciliter l'intégration des moyens dans les dispositifs d'appui à la coordination. Alors, de ces trois idées, je pose deux enjeux importants. D'une part, un enjeu finalement de ressources humaines, d'accompagnement, puisque on l'a bien vu, il y a un enjeu managérial, il y a un enjeu de faire en sorte que tout ce petit monde puisse se retrouver au sein d'un dispositif unique. Et ça, ce n'est pas évident, parce que la complexité parfois se niche dans les détails et il faut savoir surmonter ensemble les difficultés qu'opposeront la mise en commun des moyens. Et puis l'autre idée, c'est finalement, c'est la capacité du DAC à mobiliser son territoire et à ne pas être vécu comme un échelon supplémentaire, mais au contraire, une espèce de chef d'orchestre qui met en lien l'ensemble des partenaires et qui mobilise et qui sache d'abord repérer les partenaires et qui mobilise en tant que de besoin les partenaires pour la construction des parcours de soins. Donc, voilà ce que je voulais dire à la fois en termes de synthèse de nos débats et puis pour ouvrir sur les échanges à venir. Merci Philippe. Docteur Peigné, plusieurs questions assez concrètement sur la manière dont vous êtes articulé avec les CLIC dans votre dispositif. Alors vous l'avez évoqué, est-ce que vous pouvez le repréciser, s'il vous plaît, docteur? Alors, les CLIC, il y avait quelques CLIC sur le département qui ont été, comment dirais-je, qui n'ont pas survécu à la création du DAC, au sens où le département a préféré privilégier le développement des maisons départementales et la solidarité sur les territoires. Et au fond, ces maisons départementales de la solidarité sont là en relais, c'est la granulométrie inférieure au DAC, puisqu'ils sont sur le terrain, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui font l'échelon en dessous en termes de repérage et éventuellement, etc. Donc, c'est le choix du département qui a aussi simplifié ces dispositifs. Merci. Nous avions une question de Madame Isabelle Pinto. Bonjour, dans l'Allier, les CLIC ont intégré le conseil départemental qui porte également la MAIA. Comment cette intégration va-t-elle se traduire dans le DAC, notamment en termes financiers? Alors, vas-y, je t'en prie, Philippe. Bon, d'abord, dans l'Allier qui appartient, entre guillemets, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, bon, l'ARS est en train de lancer l'appel d'offres concernant l'organisation du futur DAC. Et donc, effectivement, il faudra d'abord réfléchir en termes d'organisation, comment on va structurer la mise en place du DAC, comment l'ARS envisage de structurer avec les partenaires l'organisation du DAC avant que d'envisager les questions effectivement de financement. Mais je suppose que si le conseil départemental participait au financement de la MAIA et portait la MAIA, il continuera à le faire au sein du DAC. Je ne vois pas
Pourquoi brusquement? Parce qu'il y a un dispositif d'appui à la coordination qui se met en place. On éliminerait du coup la possibilité au conseil départemental de participer financièrement. Mais encore une fois, ce sujet sera sans doute abordé lorsque l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes aura défini concrètement sa stratégie avec les partenaires sur l'organisation et le fonctionnement des futurs dispositifs d'appui à la coordination. Une question pour le Dr Peigne, posée par Élodie Évrard. Dr Peigne, comment faire lorsque l'ARS impose un territoire? Votre DAC prévoit-elle des antennes? Alors, j'ai bien vu cette question. L'ARS n'a pas imposé le territoire. C'est une réflexion qui est venue naturellement parce que les départements, dans notre région, c'est une toute petite région avec 6 départements qui sont d'un poids, j'allais dire, à peu près équivalent, c'est 1 pour 2, pas plus. Bon, c'est des départements qui sont en faible population, 400 000 à 700 000 habitants. Donc, voilà. Ça, il y avait déjà des organisations qui étaient départementales pour à peu près tout. Donc, que le DAC soit créé avec une granulométrie départementale, c'était quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui était imposé par l'ARS, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que le DAC prévoit des antennes? Je vois la question qui m'est posée. Alors, le DAC ne prétend pas supprimer les choses, ce n'est pas du tout ça, mais peut parfaitement conventionner avec des dispositifs autour. À l'intérieur du DAC, je sais que le DAC, par exemple, 45, n'a pas le même fonctionnement que le DAC 37. C'était des associations à des réseaux qui étaient très forts et qui ont constitué une nouvelle organisation pour faire que l'ensemble du dispositif soit inclus dans le DAC. Et ce n'est pas antinomique. Pour revenir au 37, je vous donne un exemple. Nous avons conventionné avec l'hôpital pour le dépistage des troubles de neurodéveloppement des enfants. Nous avons conventionné, on ne fait pas à la place, mais on sait que nous avons un correspondant disponible connu au niveau du DAC pour donner les références nécessaires, pour faciliter le diagnostic, qu'il soit pas à 6 mois ou 9 mois ou 12 mois, un rendez-vous à 12 mois, mais que dans les 2 mois, on puisse avoir un rendez-vous spécifique, au moins de dépistage, de débrouillage, pour enchaîner après. Et puis le DAC ne s'en occupe plus après. Il a fait simplement son rôle de relais vis-à-vis de l'hôpital pour faire connaître les choses qui existaient. Alors, une antenne, qu'est-ce qu'on entend par antenne? Moi, je ne sais pas si à l'intérieur du DAC, il y a un dispositif très important, je ne sais pas, par rapport au diabète ou l'éducation thérapeutique, quelque chose de fort, bah, il est partenaire, c'est tout, il ne prend pas sa place. L'antenne qui ferait l'éducation thérapeutique, ce n'est pas le rôle du DAC de faire l'éducation thérapeutique, c'est simplement de faire savoir que l'éducation thérapeutique, on peut le faire avec tel partenaire. C'est tout, ce n'est pas pour faire à la place d'eux. Merci, docteur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je crois que la personne peut. Voilà. Alors, il y a une question peut-être un petit peu pointue, hein, qui est l'articulation avec les Prado personnes âgées. Alors, peut-être qu'il faut rappeler à certains ce que sont les Prado personnes âgées, avec un dispositif mis en place depuis début 2020, janvier 2020, je crois, destiné aux personnes de plus de 75 ans qui sont sur des GIR 5 ou 6, hein, de mémoire, pour faciliter le retour au domicile notamment. Hein. Voilà. Donc, avec une concertation des professionnels de santé, comment avez-vous intégré ce Prado personnes âgées, et c'est porté évidemment par l'assurance maladie, hein, le régime général en particulier. Comment avez-vous intégré ou pas cette dimension des Prado? C'est une question. Alors, les différents Prado qui sont appréciés moyennement par les professionnels de santé de terrain, parce que quelque part, on a toujours des réflexions, dire oui, bah, c'est des gens qui prennent les rendez-vous et puis c'est tout, mais qui ne s'occupent pas de la suite, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Nous, le Prado, nous l'avons pris en considération, c'est un partenaire. La CPM est un partenaire et on essaie de faire en sorte de ne pas faire de doublons. Et donc, il y a un partenariat qui se fait avec la CPM. Telle chose, bon, vous faites, vous continuez à faire, bien sûr, c'est parfait, vous faites le Prado, chirurgie ambulatoire, ce que vous voulez, très bien. Bon, eh bien, les Prado personnes âgées, c'est plutôt du domaine du DAC, donc le Prado n'est pas poussé très fort par la CPM locale. À côté de ça, la CPM locale nous fait savoir que pour certaines circonstances, par exemple, dans les cas sociaux, c'est complexe, où il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de choses comme ça, la CPM a des dispositifs pour gérer ce genre de choses-là. Et là, c'est un partenaire aussi, complètement. C'est un partenaire pour débrouiller ces sujets complexes. Et le rôle du DAC, là, n'est pas de faire à la place d'eux, mais de savoir où sont les bonnes adresses et comment mettre les gens en lien. Voilà, on se contente de ça et c'est notre objectif, c'est pas de faire à la place. Merci, docteur. Alors, une question plus large à nos intervenants, peut-être Claude ou Philippe. On dit le clic dedans ou dehors, les DAC, c'est au choix des départements. Hein, c'est monsieur Didier Sebat qui pose la question. Quelle cohérence, point d'interrogation? Claude, le micro, oui. Je t'en prie. Oui, moi j'ai un peu exprimé un point de vue tout à l'heure hein, dans mon intervention. Je rappelle effectivement que le législateur a laissé la possibilité pour les clics d'intégrer les DAC au nom d'une certaine autonomie laissée aux collectivités territoriales et particulièrement donc en l'occurrence aux départements. Ceci étant, c'est vrai que on voit bien qu'à terme, ce sera difficile d'avoir des modes de coordination qui ne soient pas, enfin, dans lesquels il n'y a pas en tous les cas de partenariat. Alors, est-ce que ce sera une intégration? Là où le département décide aujourd'hui que ça puisse être une intégration, c'est tout à fait opportun, à mon avis, de la mettre en place. Là où ce n'est pas possible aujourd'hui, pour différentes raisons, qu'il y a une certaine latence, un certain délai, pourquoi pas? Mais on voit bien que il faudra qu'on sorte des querelles, j'allais dire, et j'entendais par rapport aux différents sigles, aux différents dispositifs qui existent. Ben, parfois, on peut considérer qu'il y a parfois des querelles de clocher et c'est sans doute, en effet, parfois préjudiciable. Alors, il peut y avoir des explications, il ne s'agit pas de stigmatiser cette situation, mais c'est quand même préjudiciable. Et je pense qu'à terme, de toute manière, les clics intégreront plus ou moins en partenariat, peut-être dans un premier temps, mais une intégration plus forte après, les dispositifs d'appui à la coordination. Je pense qu'inéluctablement, ça se fera comme ça. Mais avec, et j'insiste beaucoup, il l'a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises, avec la préoccupation que Jean-Pierre Peignet a évoquée, c'est-à-dire les DAC, ce n'est pas fait pour faire à la place d'eux. Hein, il s'agit d'être un outil au service de l'ensemble des professionnels, au service de l'ensemble des opérateurs, si je puis dire, hein, de terrain, que ce soit les professionnels du sanitaire, les professionnels du social, du médico-social, les établissements de santé, quel que soit leur statut juridique, sanitaire et EHPAD ou établissement pour handicapés, c'est d'être au service d'eux et non pas de faire à la place d'eux. Donc il faudra que progressivement, effectivement, cette culture puisse modifier peut-être des modes d'organisation et modifier aussi les comportements. Ce sujet, évidemment, et c'est bien l'objet du débat, attire beaucoup de remarques. Désolé pour ceux qui sont moins experts, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes hein, dans nos univers. Alors, je vais prendre la question de Isabelle Segal. DAC pensé par le législateur comme guichet unique rassemblant les dispositifs existants, tout âge, toute pathologie ou handicap. Hors communauté 360, guichet unique de la mission LIBO sur les personnes âgées, on peut de ce fait s'interroger sur la lisibilité et la simplification de l'offre pour les partenaires et les usagers. Ne va-t-on pas les perdre? Finalement, est-ce que le DAC va dans le bon sens? Est-ce que c'est un sujet qui se surajoute aux autres? Claude, tu voulais intervenir? Non, ça ne doit justement pas se surajouter aux autres. Hein. Je pense qu'il est effectivement nécessaire que ce soit bien on parle de fusion, mais enfin que ce soit bien le rassemblement des dispositifs existants. Je crois que c'est une mesure de simplification.
à condition justement de respecter ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, c'est-à-dire non pas qu'on fasse à la place d'eux et non pas qu'on laisse perdurer des situations préexistantes qui n'ont pas nécessairement de justification dans ce dispositif, effectivement, où on doit plutôt rassembler que de laisser des divisions. Alors, le problème, c'est que c'est vrai qu'on a un système de santé dans lequel il y a plein de sigles, dans lequel il y a plein de projets et de regroupements absolument nécessaires. Et parfois, on a de quoi s'y perdre. Je crois qu'en effet, et malheureusement, ça résulte parfois, y compris d'une volonté du législateur, donc il y a certainement un effort à faire, mais ce n'est pas notre mission. En tous les cas, on n'a pas ce pouvoir, en tous les cas aujourd'hui. Par contre, je crois effectivement qu'il faut qu'on ait cette préoccupation qui est comment on donne de la visibilité et comment on simplifie. Alors, je crois qu'il y a deux préoccupations à avoir. Il y a comment on simplifie pour les professionnels et comment on simplifie pour la population. Ce n'est pas nécessairement les mêmes mécanismes à mettre en place. Il y a des mécanismes, il faut que la population, elle sache qu'elle s'adresse, et le médecin traitant, celui qui est le plus près notamment pour les prises en charge sanitaires, est certainement la porte d'entrée la plus facilement identifiée. Après, comment se débrouille le médecin traitant pour pouvoir identifier pour le patient, pour la personne qui l'a sollicité, ou l'aidant, ou le proche qui l'a sollicité, pour trouver les solutions? Ça, qu'à la limite, ce n'est pas au patient, à la personne concernée, de savoir après comment ça se passe. Il faut que le professionnel de santé, il sache, lui, et c'est l'intérêt des DAC, justement, où est-ce qu'il va trouver la ressource, où est-ce qu'il va trouver les réponses, comment il va être aidé pour pouvoir effectivement construire une réponse à un patient qui est dans une situation qui associe à la fois des problèmes de santé, plusieurs types d'acteurs à intervenir, éventuellement des problèmes sociaux, comment le patient effectivement aura la réponse à ces questions. Ça, c'est au professionnel de pouvoir être assuré qu'avec un DAC, avec cette coordination, il aura les bonnes réponses et il reviendra vers le patient pour lui donner les bonnes réponses. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on complexifie une situation qui l'est déjà malheureusement par différents aspects. Il faut que le patient il ait l'assurance qu'il a un professionnel à qui il s'adresse pour avoir une réponse. Après, il laisse le professionnel trouver la réponse avec les différents dispositifs et le DAC est pour apporter une réponse au professionnel. Merci Claude. Une question de Valérie Cornu. Quelle place des départements dans les décisions de fusion? Sous-entendu, est-ce que c'est l'ARS qui décide de tout? Ça se fait sans le département. Alors, j'entends Jean-Michel Rapina, voilà, donc, qui est toujours parmi nous. Merci Jean-Michel. Philippe, est-ce que tu peux repréciser le cadre aujourd'hui du champ des décisions et de la gouvernance de ces décisions? Le conseil départemental a la liberté ou non de faire en sorte que les clics intègrent ou pas le DAC. C'est un choix politique. Je pense que dans un premier temps, il y aura forcément des conventions entre le DAC et les clics existants, parce que si le DAC intervient sur la logique du principe de subsidiarité, encore une fois, ça nécessite qu'il s'appuie sur ce qui existe sur le territoire. Et ce qui existe sur le territoire, c'est soit les maisons de la solidarité en Indre-et-Loire, soit les clics dans les autres départements. Après, c'est peut-être une étape d'observation. Finalement, le clic, dans un premier temps, va conventionner. Ça paraît être le choix constaté dans une majorité de départements. Et puis ensuite, peut-être qu'il y aura une deuxième génération avec une intégration progressive des clics dans les DAC, une fois que les DAC auront prouvé que par leur intelligence à la fois de situation et d'organisation, que ce ne sont pas des monstres technocratiques, mais au contraire des instruments fluides de mobilisation des acteurs au profit de la construction des parcours de soins. Et puis voilà, enfin, je crois que la réponse est une réponse qui sera une réponse de terrain. Il faut que les DAC prouvent que ça peut être des instruments efficaces, efficients, lisibles, souples, fluides, tout un tas de qualités qui amèneront progressivement les clics à intégrer le DAC. Voilà.
Philippe, merci. Mathieu Birban, désolé si je prononce mal votre nom, monsieur, indique, je ne veux pas lire dans in extenso le texte, mais grosso modo, la posture est très différente. Sa posture de dire les clics sont finalement un guichet public très adapté et un partenaire indispensable du DAC qui, lui, est organisé vers un centre de soutien aux professionnels de santé du médico-social. Voilà. Donc, il est dans une position d'articulation sur des sujets et des barycentres assez différents. Les clics plutôt vers guichet unique population et les DAC plutôt vers les professionnels de la santé. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel département, territoire vous êtes, monsieur Bireban, et ni si cela se traduit opérationnellement aujourd'hui dans la Constitution. Dans la Marne, voilà. Monsieur Bireban répond, il est dans la Marne. Voilà. Donc, la fin de texte, monsieur Bireban dit, cela dit, le DAC et le CLIC sont des partenaires forts comme aujourd'hui les PTA et les CLIC le sont. Monsieur docteur Peigné, alors, vous avez franchi un certain nombre de stades dans la construction de votre DAC. Vous évoquiez tout à l'heure des sujets bien plus terre-à-terre, si je peux me permettre, hein, sans enlever quoi que ce soit à leur difficulté, à la complexité intellectuelle, à les résoudre parfois, les questions humaines, les questions pratiques. Comment aujourd'hui vous fonctionnez dans cet univers entre les questions assez théoriques qui peuvent sembler très compliquées, parfois technocratiques, et puis les préoccupations du quotidien. Et ça rejoint une autre question qui a été posée. Est-ce que vous avez dû doter votre organisation de compétences nouvelles, de coordination, de fonctions support plus fortes? Docteur, je vous laisse la parole. Alors, effectivement, il ne vous a pas échappé que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons réuni 4 entités différentes avec des compétences différentes. C'était une coordination territoriale d'appui qui était l'héritage d'une opération pilote de PAERPA qui nous a beaucoup servi en fait pour concevoir notre fonctionnement de DAC. Et puis, il y avait 2 MAIA avec chacune leur fonctionnement porté par 2 entités différentes et puis ONCO. Et je disais que quand on essaie de réunir sur le terrain des gens d'horizons différents, il faut prendre le meilleur. Il faut prendre le meilleur de chacun. Et c'est ce que nous avons fait. En termes de recrutement, nous n'avons pas recruté, nous avons recruté, je crois, 1 ou 2 personnes supplémentaires, mais on n'a pas recruté des gens. On a utilisé les gens qui avaient déjà fait leurs preuves sur le terrain et ou en conduite de management. Il y avait une personne qui était déjà très dans le management avec la coordination territoriale d'appui. Donc, elle est devenue directrice. Nous avons fait une équipe avec trois cadres, des gens qu'on a désignés cadres, mais parce qu'il faut bien que quand on a 19 personnes, c'est de la gestion. Il y a de la gestion, il y a du management, il y a tout un tas de choses à faire. Et donc, les deux MAIA qui avaient des gestionnaires de cas chacune, avaient des fonctionnements différents, avaient des logiciels différents. Donc, là, il a fallu tranquillement, d'abord les rapprocher. Au début, ils n'étaient pas sur le même local, les mettre ensemble, et puis faire en sorte que le logiciel, enfin l'outil qui était à leur disposition, le meilleur outil qui était à la disposition de l'une des équipes, soit approprié par l'autre parce qu'elle ne travaillait que sur des trucs Excel, enfin, je veux dire, des tableaux Excel. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre le meilleur de chacun et puis avoir une conduite et avoir une cible de mise en commun et puis de faire en sorte qu'on trouve, comme je disais tout à l'heure, des dénominateurs communs. Des choses terre à terre, il a fallu choisir une convention collective pour des gens qui venaient de terrains différents. Et ça, c'est très sensible pour les personnels, c'est très, très sensible. Au début, grande méfiance, ne voulait pas signer, alors que bon, c'est épouvantable, il y avait 4 choses différentes. Enfin, c'était bon. Et bien maintenant, non seulement les personnes qui sont embauchées pour le renouvellement partent sur la convention qui est devenue commune, et les anciens, on n'a pas obligé les anciens salariés à changer de convention, mais maintenant, on les prépare pour qu'elle soit la même pour tous, à partir du moment où la méfiance est tombée. Il a fallu 1 an pour que la méfiance tombe entre les personnels. Et ça, il faut être patient. C'est valable aussi
Tout à l'heure, j'entendais des discussions entre les clics et tout ça. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut respecter ce que fait chacun et prendre le meilleur. Et si dans un département, ce n'est pas ce que nous avons fait en Indre-et-Loire qui est le plus optimum, qu'il faut utiliser les clics de manière différente, il faut le faire. Il faut prendre le meilleur et organiser pour que ce soit plus fluide. C'est tout. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas d'autre cible que de viser l'amélioration, la souplesse et puis comment dirais-je, la fluidité des interventions de chacun. Vouloir faire en sorte, vous comprenez, les gens, autant il faut un cadre, une cible pour chacun, autant le législateur doit prévoir quelque chose de souple pour que chacun puisse trouver son compte. Mais vous ne pouvez pas dire que le Béarn va, ou je ne sais pas qui, va manger du cassoulet, les Toulousains vont manger du cassoulet, on va leur faire manger de la choucroute, on va leur dire que leur plat national c'est de la choucroute. Ben non, non. Chaque région, chaque entité a son travail, a ses organisations. Que l'on conduise, qu'on ait une conduite et qu'on ait une cible à chacun, pardon, c'est de les faire tendre vers cette cible et qu'ils comprennent le temps. On ne peut pas décréter à Paris de dire à telle date, il faut que ce soit fait. Je suis décédé 2022, ça sera trop court pour que tout le monde arrive à la cible. Il faut définir les cibles, qu'elles soient correctes, qu'elles soient suffisamment souples pour que chacun prenne son temps, même si on donne des incitations pour que ça aille dans ce sens-là. Bon, certes, il ne faut pas être idiot non plus, mais je crois qu'il faut organiser les choses avec souplesse et avec patience et avec bienveillance, mais en ayant la cible. Voilà. Le gouvernement a donné la cible avec cette nouvelle loi. Il faut un peu de temps. Bon, je vais plagier, il faut du temps au temps. Voilà, bon, peut-être. On est toujours pressé aujourd'hui, mais non, ça nécessite la co-construction ne se fait pas en 3 jours. Voilà. Merci, docteur. Je surenchérirai Philippe, Dany, Claude Évin et Déa, qui sont les porteurs de notre approche aujourd'hui d'accompagnement des DAC, la conversion des DAC. On est tous intimement convaincus qu'on ne peut pas répliquer les situations d'un territoire vers l'autre et que c'est du travail de dentelle, d'écoute et de construction sur mesure. C'est ce qui fait vraiment l'ADN de notre positionnement là-dessus. Ce qui rend évidemment le sujet plus compliqué, mais ô combien plus intéressant, avec beaucoup plus d'écoute des gens et des situations individuelles, parce que c'est ce qui nous anime tous. Voilà. Alors, là, j'étais très sérieux, je vais faire un peu d'humour. Vous parliez de choucroute tout à l'heure, et on avait Madame Klein, qui vient de Strasbourg, qui posait deux questions tout à fait, me semble-t-il, intéressantes. La première, c'est, alors, après un commentaire sur les problématiques de l'adressage des problématiques complexes par les Pragues, les Mayas et autres, elle dit « Quelle lisibilité pour le grand public de tout cela ?» Première question. Et puis ensuite, dans le cas où on fusionne à la décision des départements, comme l'évoquait Philippe tout à l'heure, les DAC avec les clics, comment fusionner des dispositifs avec des échelles territoriales variables? Donc, je m'adressais à vous pour la première partie de la question, c'est quelle lisibilité pour le grand public et les professionnels de tout cela? Quels moyens, quelle énergie y consacrez-vous, y avez-vous consacré? Est-ce que vous êtes au bout de vos peines? Et puis peut-être à Claude ou à Philippe sur la deuxième partie de la question sur les échelles territoriales différentes entre les dispositifs. Docteur Peigné, la communication. La communication, c'est un petit peu notre problème qui est sur la table aujourd'hui et la mise en partage. On a fait un bel outil qui n'est pas assez connu. Qui n'est pas assez connu des professionnels de santé eux-mêmes et qui n'est pas assez connu du grand public. Nous avons prévu de nous appuyer sur utiliser plusieurs leviers pour le faire. On a la chance d'avoir un outil, un réseau social dédié aux professionnels de santé. C'est un véhicule, c'est un réseau social professionnel. C'est un véhicule qui est intéressant à condition de ne pas en abuser. De s'appuyer sur les associations de patients. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça diffuse, c'est comme ça que ça migre tranquillement. Et ça, c'est des leviers très importants parce qu'au fond, les associations de patients, les associations de personnes âgées, etc., ça leur est destiné au fond. Même si les DAC sont prévus, y compris pour les enfants,
la majorité de la population concernée, c'est quand même des personnes âgées qui sont dépendantes. Et dépendantes, alors, il y a les associations de patients et les associations de personnes âgées, mais aussi le médecin traitant qui, lui, est un vecteur au contact de chaque personne âgée et avec lequel il est parfois embêté pour la gestion. Moi, en tant que médecin généraliste, je ne me voyais pas faire le bilan de mon patient, savoir quels étaient ses revenus, quels étaient ceci, quels étaient cela. Non, ce n'était pas mon travail, c'est le travail du social et de travailler en partenariat avec le social. Et c'est là qu'on se retrouve avec les outils informatiques qui doivent être fluides et partagés. Il ne faut pas que le DAC s'enferme avec un outil qui fonctionne pour lui-même et puis c'est tout. Non, il faut qu'il soit ouvert, qu'on puisse échanger de manière sécurisée, bien sûr, avec le département sur des sujets autour du patient. Il faut un outil centré patient et c'est l'outil que l'on a travaillé pendant 1 an pour aboutir à un outil qui soit suffisamment souple pour être utilisé à domicile sur smartphone et tout ça, et utilisé au DAC ou ailleurs pour les cas plus complexes sur un poste, voilà, et que ce soit le même outil, qu'il n'y ait pas de ressaisie, qu'il y a des choses pratiques. Il faut du pratique. Et à partir du moment où vous proposez quelque chose qui facilite la vie à un professionnel de santé, il prend. Si vous lui proposez des contraintes fortes qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas discuté, si vous lui proposez un outil qui est une usine à gaz, parce que c'est un outil réfléchi par des ingénieurs informatiques, mais qui ne sont pas sur le terrain, ça ne marche pas. C'est toujours les mêmes raisons. Voilà, donc utilisez les gens de terrain pour construire. Et puis, la communication, là, on est un peu coincé, mais on a prévu ce plan de diffusion au niveau des territoires, s'aider, faire ça en partenariat avec le département, bien sûr, en partenariat au niveau de la structure du territoire, au niveau de la CPTS, qui au fond, une CPTS est souvent à peu près le même territoire qu'une MDS. Donc, on fait du partenariat et c'est comme ça qu'on peut atteindre l'ensemble des cibles. Et qu'on ait des outils communs pour pouvoir faire facilement le repérage, que le repérage puisse être fait par la famille au travers de son médecin traitant, au travers de l'assistance sociale, et que cet outil aboutisse au DAC. Une fois le repérage fait, eh bien, les choses se déclinent. Les choses se déclinent facilement. Il y a ça à faire. On va faire un plan personnalisé de santé, on va faire ce qu'il faut, et puis les choses vont rouler. Voilà. La communication, eh bien, il faut la mutualiser aussi. Oui, en partenariat avec les départements en particulier sur ce sujet. Il y avait une question assez pratique, mais ô combien importante. Quelle convention collective avez-vous retenue finalement? Alors, on n'est pas dans l'articulation avec les clics, mais c'est un sujet important, vous savez? Alors là, vous me posez une question, je vous la donnerai. C'est la convention collective des... C'est une question de Madame Romand-Vieux-Maire, pendant que vous réfléchissez, Madame Catherine Romand. Là, vous me posez la colle. Je vous ferai la réponse et vous la diffuserez, mais voilà, pour être certain, je ne veux pas faire des bêtises, mais c'est des professionnels qui sont salariés à la DMR, à la SADHAD, tout ça. Bon, je vais vous dire une bêtise, je vous la donnerai sur mail et vous la diffuserez. Merci, docteur. Ce que j'avais compris de l'entretien préparatoire, c'est que vous aviez accordé du temps à trouver des solutions qui permettent à tous de s'y retrouver, on va dire, dans la convention collective retenue, et que c'était un facteur extrêmement important pour vous, et c'est évident que pour tout le monde, ça l'est. Deuxième partie. C'est un mot, Franck, à ce sujet, parce que je crois, il y a d'ailleurs eu des questions qui ont été posées. Je crois qu'il faut effectivement être vigilant pour permettre au personnel, parce qu'il y a du personnel qui relève de la fonction publique territoriale, éventuellement de la fonction publique hospitalière ou même de la fonction publique d'État, hein, dans les structures qui préexistaient au DAC. Il y a du personnel qui relève de statut privé qui était dans des associations, puis les DAC seront amenés à recruter aussi selon le type de structure juridique qui sera retenu pour le DAC, parce que si on va retenir un GIP, on ne sera pas dans la même situation que c'est une association, etc. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais pour dire qu'il faut avoir la préoccupation de maintenir les statuts précédents,
hein, parce que les personnels, naturellement, quand ils sont amenés à continuer d'intervenir dans le cadre du DAC, ils seront attachés à garder leur statut. Et là, il n'y a pas de réponse univoque, il n'y a pas de réponse unique et identique en fonction des situations. Il faut qu'on regarde les situations au cas par cas. Et là aussi, il faut faire de la dentelle pour pouvoir prendre en considération l'ensemble des situations différentes des personnels. D'accord, entièrement d'accord. Mais d'où l'intérêt d'ailleurs d'accompagner la démarche. Une question ô combien fondamentale. Claude ou Philippe, tout à l'heure, la question des échelles territoriales différentes entre les CLIC et les DAC, c'est une question qui c'est pas simple à y répondre, je crois, c'est au cas par cas, encore une fois. Hein, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il y a des régions qui ont choisi la maille départementale, d'autres infradépartementales. Je vois en Bretagne, par exemple, ils ont raisonné pays, ils n'ont pas raisonné département. Donc, on a des cas de figure différents d'une région à l'autre, et tant mieux. Ça prouve qu'on est en capacité d'interroger l'ensemble des acteurs pour accompagner cette mise en place des DAC, parce que finalement, tout le monde a intérêt à la réussite de ce nouveau dispositif. Rien ne serait pire que de mettre en place un dispositif de coordination qui se traduirait par un rejet par l'ensemble des acteurs parce qu'ils n'auraient pas été consultés ou impliqués dans la démarche. D'où la nécessité, effectivement, d'un accompagnement fort des structures qui vont progressivement intégrer le DAC. Ça, c'est tout à fait essentiel à tout point de vue, au point de vue des ressources humaines, au point de vue des organisations, au point de vue de l'inscription dans le territoire. Tout ça nécessite effectivement un fort accompagnement. Philippe, Claude, une question de Dominique Bardago, monsieur ou madame, désolé. Dans son introduction, monsieur Evin a utilisé le mot report. Est-ce une hypothèse actuelle, car contexte sanitaire et loi grand âge attendu? Alors, bon, pour le moment, non, il n'y a pas de report, puisque c'est la loi qui a fixé, c'est l'article 23, je crois, de mémoire de la loi de juillet 2019, et donc il n'y a pas de report. Bon, ceci étant, bon, il faudra voir, il faudra apprécier. Je crois qu'effectivement, les pouvoirs publics en 2022 pourront effectivement apprécier, savoir si on laisse des marges encore. De toute manière, là où les DAC n'auront pas été réellement mis en œuvre, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que l'ARS arrête les subventions. Bon, je veux dire, c'est pas une échéance fixée dans la loi qui de toute manière, guidera la position que prendront les agences régionales. Bon, le législateur a fixé 3 ans parce qu'à partir du moment où il y avait une volonté qui s'exprimait, il fallait mettre une visibilité, si je puis dire, hein, pour dire, voilà, il ne faudrait quand même pas que vous tardiez, si je puis dire, à mettre en place le dispositif. Ceci étant, c'est vrai que depuis l'adoption et la publication de la loi de 2019, il s'est passé des choses qui sont venues perturber les différents acteurs. L'objectif est bien de réussir le dispositif. Il n'est pas uniquement de se tenir à une date fixée dans un texte de loi. Bon, il faudra trouver les modalités, mais de toute manière, il n'y a pas, honnêtement, la loi n'a pas prévu de sanction non plus si la date de 2022 n'était pas respectée. Il faut gérer ça avec intelligence. Merci Claude. Il nous reste 2 minutes, messieurs, madame Deya. Peut-être un petit mot de la fin de docteur Peigné, si vous voulez. Alors, par rapport, je m'excuse. Franck, j'ai vu qu'il y avait une question sur le financement et les éventuels surcoûts. Je t'en prie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décret récent qui vient de paraître et qui précise qu'entre le DAC et l'ARS, il va y avoir la négociation d'un contrat d'objectifs et de moyens. Donc, c'est dans ce cadre-là que vont se résoudre la question des surcoûts éventuels liés à la création du DAC. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision sur cette mise en place de ce décret, cette sortie du décret récemment, il y a un peu plus d'1 mois. Et Valérie Cornu te remercie d'y avoir répondu. Moi, j'allais justement présenter mes excuses aux très nombreux participants, parce que on était en moyenne une centaine connectés. On a traité la majorité des questions. Si certains n'ont pas eu leurs questions traitées, désolé de ne pas avoir eu le temps, mais les débats étaient passionnants. Il nous reste 1 minute. Docteur Peigné, un petit mot de la fin en vous remerciant encore une fois, et puis je clôturerai ensuite. Ce que je peux dire, c'est que pour réussir notre entreprise, nous avons une ARS facilitante.
voilà, même si on n'est pas toujours d'accord, évidemment, ça c'est la discussion, mais très facilitante. La deuxième chose, il faut utiliser les compétences qui sont sur le terrain, ne pas vouloir tout chambouler, ça c'est clair, et c'est pas comme ça que l'on avance. Il faut utiliser les forces vives et peut-être les rediriger un petit peu, certes, voilà, mais c'est comme ça qu'on peut faire les choses. Écouter ce qu'il y a sur le terrain et surtout co-construire. Moi, je reviens là-dessus, c'est le gage de la réussite, la co-construction. Sinon, c'est voué à des difficultés qui conduisent à l'échec. Merci, docteur. Il me reste, il est 15 heures précises, donc moins d'une minute pour clore. Remercier l'Assemblée des départements de France et Jean-Michel Rapina par leur soutien. Nous allons faire d'autres événements avec eux. C'est un partenariat gagnant, j'en suis certain. Merci à toute l'équipe du CAISA, Claude Evin, avocat, ainsi que BRL Avocat. Remercie l'ensemble des participants. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre ces échanges. Nous sommes évidemment ravis de continuer à accompagner les territoires dans la transformation de l'accès à la santé du plus grand nombre. Et nous vous donnons rendez-vous aux prochains événements. Merci Claude Evin, merci Philippe Damy, encore merci Docteur Peignet, merci Deya Arenas, et puis merci à Philippe Greffier qui a dû nous quitter un tout petit peu avant. Voilà. À très bientôt. Au revoir mesdames, au revoir messieurs. Au revoir. Au plaisir, docteur.